Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau séminaire en ligne Grid 3. Aujourd'hui, vous allez voir avec nous la valeur des systèmes d'information géographique pour la cartographie des populations. Tout d'abord, je vous rappelle encore une fois que ce webinaire sera enregistré. Je me présente, je suis Walid Fouad, consultant SIG et votre formateur principal. Pour cette présentation, je suis également accompagné de mes collègues Emily Boitink, Antoinette Wanebo, Sophie Delaporte et Graham Hornby, qui vont intervenir aussi par la suite. Je vous rappelle que vous avez accès au chat, donc vous pouvez dès à présent l'utiliser pour poser vos questions et on essaiera de vous répondre au fur et à mesure. Sur ce webinaire, généralement, nous allons voir en détail qu'est-ce qu'un IC, connu généralement sous système d'information géographique, mais aussi science de l'information géographique, car après tout, c'est une science aussi. Nous approfondirons les concepts de base du SIG en discutant des flux de travail, des modèles de données et des types de données aussi. Et enfin, nous présenterons donc des études de cas ou grid tree à appliquer cette science. Du coup, le webinaire sera organisé en 5 parties. Nous parlerons de l'apport des SIG dans la prise de décision pour le développement socio-économique dans la première partie. La deuxième partie, nous allons se concentrer sur les principes des données spatiales. Et sur la troisième partie, nous allons voir quelques applications des données spatiales dans des analyses de population. Une quatrième partie où on va introduire QGIS et vous démontrer quelques ensembles de données géospatiales dans vos régions. Et au final, on va clôturer avec une présentation de notre LMS, c'est l'outil d'apprentissage en ligne. Avant de commencer, je tiens à vous confirmer encore une fois que ce webinaire sera suivi de 5 ateliers pratiques qui débuteront le 21 avril. Les confirmations d'inscription à ces ateliers se fera dans les prochains jours, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc sans trop attendre, je passe la parole à Émilie. Bonjour à tous. Je vais maintenant donner un aperçu du programme Grid 3 et de la façon que nous utilisons le SIG pour guider la prise de décision. Prochaine diapo. Grid 3 est actuellement engagé avec de nombreux pays différents en Afrique. Notre partenariat est composé de CISN de l'Université de Columbia en tant que partenaire de gestion et 3 partenaires de base de Grid 3. Il y a Flowminder Foundation, le partenaire principal pour le renforcement des capacités et l'analyse de la mobilité. Il y a WorldPop de l'Université de Southampton, qui sont des experts dans tous les aspects de la modélisation de la population. Et finalement, il y a UNFPA, l'Agence des Nations Unies chargée de soutenir les pays dans leurs efforts de modernisation de recensement. Grid 3 a le privilège de collaborer avec des organisations telles que GPSTD, Esri, Frame, Novelty, GeoBoundaries et Premise. Alors, Grid 3 combine l'expertise des partenaires du gouvernement, des Nations Unies, des universités et du secteur privé pour créer des solutions géospatiales pertinentes basées sur les capacités et les besoins de développement de chaque pays. Notre vision est de tracer la voie du développement durable pour tous et notre mission est de créer des solutions de données spatiales qui rendent les objectifs de développement réalisables. Prochaine diapo. Grid 3 travaille pour soutenir les efforts de recensement et la méthode hybride. On crée des estimations de population à haute résolution. On a réalisé les formations comme celle-ci pour le renforcement des capacités. On harmonise des limites infranationales. On peut fournir des ensembles de données avec le placement des villages ou des infrastructures critiques. Et finalement, on peut aider à créer des estimations de mobilité. Prochaine diapo. Je vais maintenant parler de la façon dont nous pouvons utiliser le SIG pour guider la prise de décision pour le développement socio-économique.
Avec les systèmes d'information géographique, nous pouvons analyser les causes et les conséquences des problèmes de développement et on peut évaluer différentes solutions potentielles, cartographier où se trouvent les gens, l'environnement dans lequel ils vivent, les infrastructures auxquelles ils ont accès et les limites qui définissent leur communauté sont tous essentiels pour une prise de décision efficace. En utilisant le SIG, nous pouvons transformer les cartes papier traditionnelles en cartes numérisées qui reflètent plus fidèlement la géographie du monde réel et soutiennent une prise de décision efficace. Ces images ici montrent un exemple d'un quartier au Nigeria. OK, voici quelques questions. Tu peux continuer. Voici quelques questions auxquelles une SIG peut répondre. Nous pouvons répondre aux questions sur l'identification, comme quel est le nom de cette ville. Nous pouvons répondre aux questions sur l'analyse de localisation, comme où sont les écoles, où sont les établissements de santé publique. Nous pouvons répondre aux questions sur l'analyse spatiale, comme est-ce qu'il y a des profils dans l'empreinte de bâti qui suggèrent des utilisations résidentielles, commerciales ou autres? Prochain diapo. Nous pouvons répondre aux questions sur la modélisation des scénarios, genre quel serait l'effet d'un doublement de la population sur la qualité de l'eau de la rivière. Nous pouvons aussi répondre aux questions sur l'analyse des réseaux. Quel est le plus court chemin à pied entre deux points donnés, entre la ville A et la ville B, ou du plus quartier commercial le plus proche? Nous pouvons répondre aux questions sur l'analyse de changement. Où est-ce que le nouveau habitant a été construit au cours des 10 dernières années? Alors, je vais terminer par quelques citations de Jacques Dengermonde, le président et fondateur d'Esri. Ils disent « L'application du SIG n'est limitée que par l'imagination de ceux qui l'utilisent. » Et il dit aussi, prochain diapo, de savoir où se trouvent les choses et pourquoi est essentiel à une prise de décision rationnelle. Alors, merci beaucoup et je vais passer la parole. Merci, Amélie. Donc, avant d'entamer la deuxième partie de notre séminaire, je tiens à vous rappeler encore une fois que vous avez accès au chat sur lequel vous pouvez poser vos questions dès à présent. Parfait. Dans cette partie, nous allons voir en détail qu'est-ce qu'un SIG, quels sont les principes et les étapes d'un projet SIG. Du coup, SIG, commençons par décortiquer le terme. Nous avons d'une part SI, qui indique système d'information. Je sais que nous avons parmi nous aujourd'hui beaucoup de statisticiens qui sont à l'aise avec ce terme. Et il y a le G, qui indique la géographie. Donc, en combinant les deux, c'est un système d'information, donc une base de données, avec une composante géographique. Du coup, nous nous retrouvons avec un outil informatique très puissant qui permet de cartographier, analyser certains événements qui se produisent sur la Terre. La technologie SIG intègre des fonctions telles que l'interrogation de données, l'analyse statistique, avec les avantages d'analyse visuelle géographique. Et ça, c'est offert en fait par les cartes. De nombreuses données impliquées dans la gestion d'environnement ou de personnes. Je vous cite des exemples. Nous avons des services tels que la santé, l'éducation, les transports, etc., qui ont un élément géographique. Elles se réfèrent à des objets de zone qui existent sur Terre ou une position. Il est donc judicieux d'organiser ces données en fonction de leur position sur une carte. Donc, un SIG, il donne la possibilité d'afficher, d'analyser ces données par rapport à la situation géographique et de produire très rapidement des cartes, que ce soit des cartes papier ou numériques. Le bonus, c'est qu'ils sont personnalisés selon le besoin. Alors, maintenant, comment on peut modéliser la Terre ou le monde réel? Il faut savoir qu'il y a deux phénomènes géographiques. Les phénomènes discrets,
qui décrivent des objets individuels de dimension finie, qui sont généralement cartographiés sous forme d'entités ponctuelles, linéaires ou en surface. Par exemple, ça peut être des routes, ça peut être des bâtiments, ça peut être des hôpitaux, des zones cultivées. La liste est longue. La liste est longue. Et il y a les phénomènes continus qui se produisent dans tout l'espace géographique. Par exemple, la profondeur, l'élévation, la température, les estimations de population, les risques de maladie, etc., etc. Bref, la valeur peut être mesurée n'importe quel point et donc elle forme une surface de données. Pour présenter ces données, nous avons deux systèmes. Le premier système, c'est le système vectoriel. Et ici, les emplacements, les parcours ou les limites des entités sont stockés sous la forme d'une série de paires de coordonnées. Donc, paire de coordonnées, qui dit paire de coordonnées, ça dit x, y, et qui sont connectés pour décrire les objets de la carte. Chaque objet est défini par une série de coordonnées qui décrivent l'emplacement ou la forme peut-être de l'objet. Un point sur la carte serait représenté normalement par une seule paire de coordonnées, car c'est juste un point. Du coup, il aura seulement un X et un Y. On dit que c'est un marqueur unique qui indique l'emplacement de l'objet. Par exemple, une mosquée ou une église peut avoir un point avec un symbole particulier. Dans l'autre cas, il y a les lignes ou les polygones, et ceux-là, en fait, ils peuvent être représentés par une série de paires de coordonnées liées entre elles pour former la forme. Les lignes sont des objets qui couvrent une distance donnée, mais qui ne sont pas, par contre, concernés par la surface. Alors, les polygones commencent et se terminent au même endroit pour fermer le polygone. Les informations d'attributs sont stockées séparément de ces informations spatiales et jointes, c'est-à-dire ils sont liés avec peut-être des idées d'entités uniques. Les attributs sont des valeurs ou des caractéristiques d'un objet qui peuvent ou non être sans rapport avec sa position. Par exemple, le type de sol ou l'altitude, c'est des données stockées liées à cet emplacement. Et franchement, c'est l'échelle de la carte qui directe ou gouverne le choix de l'objet utilisé. Donc maintenant, nous sommes tous d'accord que les données spatiales ou géographiques sont des données qui ont une position réelle ou un emplacement réel. Du coup, les données d'attributs sont des données tabulaires, donc ils n'ont pas vraiment un emplacement dans le monde réel. Par contre, les données SIG ont toujours un élément géographique. Elles ont toujours un emplacement sur le terrain. Les données SIG ont généralement des attributs qui leur sont liés. Ce sont des données qui ne concernent pas l'emplacement de l'objet, mais plutôt les informations liées à cet objet. Je vous donne un exemple simple, comme ça vous... Je vous donne un exemple simple. Si nous avons un parking qui est marqué sur une carte SIG comme un point, du coup, il aura une paire de coordonnées x, y, d'une part, qui indique son emplacement, et d'autre part, il aura des attributs qui peuvent indiquer les informations, comme par exemple combien d'étages il a ce parking, combien de nombre d'espaces, ses heures d'ouverture, ses tarifs, etc. C'est en fait ici où réside la puissance du SIG. C'est la capacité de lier des données d'attributs d'un objet à sa position dans le monde réel et d'effectuer des analyses basées à la fois sur l'emplacement des objets et sur leurs attributs. Là, on va parler du deuxième modèle, c'est ce qu'on dit raster. Je pense que vous êtes tous d'accord avec le terme, c'est raster. Son principe, c'est qu'il divise une zone donnée en carreaux de taille égale. Donc, la taille des carreaux est appelée résolution du raster et détermine le nombre pouvant être affichées ou décrites. Les données raster comprennent des images satellitaires ou aériennes et des jeux de données carroyés. Dans n'importe quel raster, une valeur est enregistrée pour chaque carreau, décrivant son contenu. Dans l'imagerie satellitaire aérienne, cette valeur est tout simplement une valeur de couleur. Cependant, pour les données carroyées,
La valeur de la cellule peut être tout type de données continues, telles que l'élévation, la température, la couverture vaccinale, l'estimation de dénombrement, etc. Alors, avec les cartes de base, l'un des types de données raster les plus couramment utilisés dans un SIG est la photographie aérienne. Donc, les photos numériques, la taille des carreaux ou la résolution de l'image raster déterminent les caractéristiques visibles. Par exemple, dans un jeu de données avec une résolution en pixels de 1 mètre, il n'est généralement pas possible de voir des objets à moins qu'ils ne soient plus grands qu'à 1 mètre. Euh, il est peut-être possible de voir quelque chose si l'objet couvre de la moitié, plus de la moitié du pixel. Cependant, il sera mal défini. Et vous voyez clairement dans la différence dans l'exemple que je viens vous présenter là, entre l'imagerie Sentinelle qui a une résolution de 10 mètres, contrairement à une photographie aérienne avec une résolution de 50 centimètres seulement, donc 0,5 mètres. Donc si on fait un petit récap rapide, les vecteurs utilisent des points, des lignes ou des polygones, et leur but est de modéliser les entités géographiques discrètes. D'autre part, les rasters, ils représentent généralement les entités géographiques continues. Et là, on va parler de la base des cartes. C'est l'empilement des données ou des couches SIG. Le SIG, en stockant des informations sur des objets ou du monde réel et en les liant à l'emplacement de l'objet sur une carte. Ça, vous l'avez tous compris, je pense. Les données sur chaque objet sont stockées dans une base de données. Il est habituel de stocker des informations sur différents types d'entités dans des bases de données ou des feuilles de calcul distinctes. Par exemple, si vous collectiez des données sur l'emplacement des types de végétation et que dans une autre conquête, vous collectiez des informations sur, par exemple, le nombre de piétons utilisant le chemin, vous stockeriez les différentes données dans différentes bases de données plutôt que de les avoir dans toutes en une. Cela est utile non seulement pour faciliter la visualisation des données, mais aussi parce que les différents ensembles de données auraient des attributs différents. La même règle générale s'applique dans le SIG. Différents ensembles de données sont stockés dans différentes bases de données et différents types d'objets de cartes sont stockés dans différentes couches, plutôt que d'être mélangés en une seule. Donc, pour produire une carte qui est un composite, si on veut dire, de plusieurs couches différentes, les différentes couches peuvent toutes être ouvertes et visualisées dans le SIG en même temps. Cela a le même effet que celui obtenu en étirant chaque couche de carte sur un morceau de film transparent et en empilant les films les uns sur les autres pour produire une carte personnalisée dans un but particulier. Les couches particulières requises seraient affichées ensemble pour produire la carte composite finale. Une série de différentes couches thématiques peut être utilisée. Chaque couche contient, comme je l'ai toujours dit, des données pour un type d'entité différent. Par exemple, les routes, les parkings, les ponts, les chemins de fer. Si on superpose tout ça, ça va nous donner une carte complète composée de plusieurs couches. Par exemple, c'est le réseau du transport. Ça, c'est un exemple simple. Ce qui est à noter, c'est que la clé d'un système SIG est le système de coordonnées. Là, je vais parler du système de coordonnées. Avant d'entrer dans le détail des systèmes de coordonnées et des projections, il est utile de réfléchir aux coordonnées cartographiques elles-mêmes. Donc, les coordonnées sont utilisées pour localiser des entités sur la surface, comme on a dit XY, ou pour déterminer votre position. En navigation, la forme la plus courante du système de coordonnées est celle de la longitude et de la latitude. Comme indiqué sur cette carte du globe, cela traite la Terre comme une sphère et qui subdivise la surface en une série de grilles à piliers réticules. Un autre type de système de référence de coordonnées sont les systèmes projetés. C'est là où le modèle
sphérique, en fait, on va le projeter sur un plan 2D à 2 dimensions et les coordonnées sont calculées en valeur linéaire. Ce qu'il y a à noter encore une fois, c'est qu'en passant d'un système de coordonnées sphériques vers un système projeté, on finit par créer des distorsions sur la surface de la Terre. Et le but, en fait, est tout simplement de minimiser au maximum ces distorsions-là, car ce que nous sommes en train de faire, c'est d'aplatir le sphère de la Terre vers une surface plate. Et ça, c'est pas logique. Mais on doit le faire en fait pour faire des calculs et tout. Du coup, le cartographe doit choisir les caractéristiques des objets à conserver lors de la projection des données. Est-ce que la surface, est-ce la distance, la direction? Ça dépend de plusieurs degrés. Vous pouvez parfaitement voir cette distorsion-là. Donc, comment elle se présente entre les deux images avec le changement du visage humain dessiné. Vous voyez que, voilà, OK, sur le milieu, il est peut-être OK, mais regardez en nord et en sud, c'est clair qu'il y a une très grosse différence. Bien, donc passons maintenant aux étapes d'un projet SIG. Les étapes d'un projet SIG se résument en 4 parties. La première, c'est la gestion de données. Et ça, je pense qu'il est nécessaire pour les débutants en SIG de noter tout ça. Donc, je répète, les étapes d'un projet SIG se résument en 4 parties. La première, c'est la gestion des données. Et c'est ici où on capture et importe les données afin de les stocker. Ensuite, on passe au géotraitement pour bien organiser et transformer nos données. Après, on passe à l'analyse spatiale pour bien modeler des données pour enfin avoir un résultat qui pourra répondre à la problématique en main et communiquer la réponse à la problématique en main. Alors, l'acquisition et la saisie de données, ce que vous devez savoir ici, c'est que la source des données peut être non numérique, telles que des cartes ou des enregistrements papier. Donc, il faudra les digitaliser. Et il y a des sources numériques, telles que des bases de données, des feuilles de calcul, Excel peut-être, ou d'autres logiciels SIG. Avant qu'on puisse tout afficher ou analyser dans un système d'information géographique, il faut d'abord les rassembler, les convertir en un format accessible pour l'analyse. Une fois ces données prêtes, il faudra donc l'évaluer. Et là, on se pose des questions. Est-ce que la donnée qu'on a, est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'elle n'est pas obsolète? Est-ce que l'échelle, est-ce que l'échelle est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Etc. Ensuite, dès que la donnée est prête, un autre concept vient. C'est celui des métadonnées. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une métadonnée? C'est tout simplement des données sur la donnée qu'on a. Ça pourrait être des réponses à des questions comme comment le responsable ou l'agent c'est qui a capturé les données, à quelle échelle les données ont été capturées, etc., etc. OK, voilà, nos données sont prêtes et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on pourra les manipuler comme on veut. Nous avons la possibilité d'éditer et d'analyser les données selon les besoins et la possibilité d'effectuer des requêtes sur les données pour découvrir des caractéristiques ou des tendances particulières en appliquant plusieurs méthodes de géotraitement ou d'analyse spatiale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque traitement ou analyse a comme objectif de créer une nouvelle information afin de répondre à une question. Comme exemple de géotraitement, je vous montre rapidement le découpage. C'est comme vous pouvez le deviner à partir de l'image. On peut découper une image raster en se basant sur une surface, comme tout le continent africain, comme on a fait là. Un autre exemple qui est aussi très répandu est celui des créations de tampons ou buffer en anglais si vous connaissez le terme. Donc, il sert à créer une zone tampon autour d'une caractéristique spatiale, n'importe laquelle. Là, je vous laisse tout simplement observer certaines cartes. À gauche, nous avons un raster qui indique les populations karoyées du Congo.
À droite, c'est l'emplacement des écoles dans Sierra Leone, si vous connaissez la zone. Encore une fois, à gauche, c'est une carte qui indique la prévalence du paludisme en Afrique entre l'année 2000 et 2015. Et au milieu, une carte qui indique le nombre de naissances au Malawi. À droite, la cartographie des ressources de la Tanzanie. Un dernier exemple à gauche, nous avons une carte qui indique la probabilité de recevoir des soins postnatales dans les 48 heures suivant la... Et à droite, c'est le flux migratoire interne en Afrique. En fait, pourquoi je vous montre tous ces exemples? Je crois que vous connaissez tous le proverbe qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors moi, je vous dis qu'une carte, elle en vaut 1 million. Donc, c'était la fin de la deuxième partie. Là, on fait une petite pause de 10 minutes sur laquelle je suis disponible pour répondre à vos questions. Du coup, passons maintenant à la troisième partie intitulée Application des données spatiales dans les analyses de population et le développement socio-économique. Cette partie est divisée en deux. Une première où on va vous parler de comment les SIG s'intègrent dans l'approche Grid Tree. Et enfin, on vous présentera quelques études de cas. Donc, sans trop attendre, je donne la parole à Antoinette. Merci Walid. On va passer au prochain slide. Merci et bonjour à tous. Alors, comment sont le SIG et les données géospatiales intégrées dans l'approche Grid 3? Les SIG et les données géospatiales sont au cœur de l'approche Grid 3 et dans les slides suivants, je vais toucher sur plusieurs domaines d'activité de Grid 3 et je vais vous montrer quelques exemples du travail de Grid 3. Slide. Donc, le SIG est à la base des solutions de données que propose Grid 3. Notamment, Grid 3 a créé des données géospatiales montrant l'emplacement des localités. Et pourquoi? Parce que pour connaître ses besoins et bien gérer ses ressources pour achever ses priorités en ce qui concerne le développement socio-économique d'un pays, il est essentiel de comprendre où vit la population. Ces cartes de localité facilitent la planification d'importants efforts tels que la distribution des moustiquaires et peuvent aussi également aider les individus à trouver des ressources locales telles que les centres de santé les plus proches distribuant les vaccins COVID-19. Grid 3 s'adresse aussi à la cartographie et l'harmonisation des limites infranationales. Grid 3 soutient l'harmonisation, la production et l'utilisation des limites infranationales administratives et opérationnelles afin d'améliorer les incohérences et réduire les ambiguïtés. Grid 3 s'adresse aussi au support de la cartographie des infrastructures, telles que les points d'intérêt et les routes. Ce travail implique souvent le nettoyage et le traitement de données de plusieurs provenances afin de créer une référence cohérente. Grid 3 travaille aussi pour faire avancer la modernisation du recensement. Les informations venant d'un recensement national, le nombre de personnes, leur distribution, leurs conditions de vie et d'autres données clés sont essentielles pour faire avancer le développement. Ces données recueillies du recensement fournissent une grande partie des données de base dont les gouvernements ont besoin pour la planification et la prise de décision à tous les niveaux. Un recensement fournit des données de population et Grid 3 contribue à la modernisation de ces efforts, principalement en soutenant la réalisation des cartes numériques, l'automatisation des zones de pré-dénombrement, l'utilisation d'appareils portables pour la collecte des données et l'utilisation des systèmes d'information géospatiale, SIG, pour améliorer la précision, l'actualité, la qualité et l'utilisation des données du recensement. Grid 3 produit aussi les données essentielles pour la modélisation des estimations de population carroyée. Ceci permet l'inclusion plus étendue des données démographiques dans la prise de décision et les systèmes SIG. Dans les cas où les pays mènent des activités de recensement et se trouvent confrontés avec des zones où les agents recenseurs ne peuvent pas être déployés en raison d'inaccessibilité, de catastrophes
ou d'insécurité, Grid3 apporte son expertise technique en modélisation pour estimer les populations qui autrement ne seraient pas comptées. Cette approche a été utilisée très récemment avec beaucoup de succès au Burkina Faso. Il faut aussi souligner l'importance de la visualisation et l'analyse des résultats de la modélisation de la population. Les cartes numériques sont un outil très puissant pour présenter les données géospatiales. Elles sont intuitives à comprendre et la visualisation peut éclairer des phénomènes spatiaux qui pourraient autrement passer inaperçus si les données restaient en tableau. Grid3 développe des outils de visualisation qui permettent des changements rapides d'échelle et d'unités d'agrégation, ce qui facilite l'exploration et l'analyse des données en façon online interactive. Next slide. Examinons maintenant plus en profondeur quelques exemples du travail de Grid3, ciblés sur les localités, les limites et les points d'intérêt. La cartographie des localités permet d'améliorer la prise de décision lorsque c'est utilisé avec d'autres données, telles que les limites infranationales, les points d'intérêt ou bien la population ou l'emplacement des centres de santé. Grid3 soutient le nettoyage, la création, la mise à jour et la gestion de ces données géospatiales. Slide. Des cartes de localité ont beaucoup d'applications. Par exemple, elles sont à la base du dénombrement, du recensement et permettent aux gestionnaires du recensement de savoir où vit la population afin de planifier le déroulement des enquêtes, d'estimer les limites des zones de dénombrement et de dériver des estimations entre recensements. Les contours de localité que produit Grid3 sont des polygones délimitant la zone du bâti. Ces limites de localité sont générées à partir des données d'empreinte de bâtiments provenant des images satellitaires à haute résolution. Les résultats sont séparés en 3 catégories: les zones urbanisées, les petites localités et les hameaux. Grid3 a créé des couches de limites des localités pour tous les pays de l'Afrique sous-saharienne et ces données peuvent être téléchargées à partir du site Grid3. Slide. Les cartes de localité fournissent aussi un contexte pour l'analyse d'autres données. Par exemple, dans ce slide, on voit que la carte des localités a été reliée aux données démographiques et utilisée pour estimer les populations rurales, ou hameaux, 230 dans ce cas-ci, et de la population des petites localités, 430 personnes dans ce cas-ci. Ce même exercice peut être réalisé en utilisant d'autres limites, telles que les zones d'énumération ou bien les zones de santé. Passons maintenant au travail de Grid3 ciblé sur l'harmonisation des limites, une condition nécessaire pour créer des estimations de population carroyées, des données de recensement et beaucoup d'autres analyses. Plus généralement, les lacunes et les chevauchements entre les différents niveaux d'administratifs peuvent confondre ou même invalider les analyses ou les efforts de planification opérationnelle. Grid3 emploie des processus automatisés pour rectifier ces écarts et ces chevauchements. Ici à gauche, la zone rouge montre les écarts entre les 2 limites et l'image de droite montre les limites qui ont été harmonisées. Slide. Points d'intérêt. Bon, les points d'intérêt. Point d'intérêt est un terme utilisé en cartographie pour désigner le choix de représenter un caractéristique particulier sous forme de points. Cette caractéristique peut être tout à fait ordinaire, comme par exemple une école. Et ce n'est que dans le contexte de la carte créée que les points représentant les écoles deviennent intéressantes. Quelques exemples de types de points d'intérêt sont des stations de police, des écoles, des attractions touristiques et même des centres de santé. Il existe souvent différentes versions de ces listes de points d'intérêt et Grid3 collabore avec des parties prenantes pour nettoyer, mettre à jour et combiner les listes différentes afin de produire une liste définitive, à jour et ayant des attributs uniformes. Donc là, je m'arrête ici et je vais passer maintenant la parole à ma collègue Sophie
qui va nous faire découvrir le travail de Grid3 sur les données de population Karoye. Merci beaucoup, Antoinette. Bonjour à tous. Nous pouvons passer directement à la diapo suivante, Walid. Donc, comme mes collègues ont présenté précédemment, nous avons plusieurs solutions géospatiales et l'une d'elles est les estimations de population Karoye. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde d'abord sur comprendre ce que sont ces populations Karoye. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous estimons la population par carreau de approximativement 100 mètres par 100 mètres. La manière dont nous produisons ces données, c'est qu'on appose une grille, une sorte de carroyage sur une zone d'intérêt. Donc, cette zone d'intérêt peut être l'ensemble du territoire, si on veut produire des estimations de population au niveau national, ou ça peut être sur une zone d'intérêt spécifique dans le cas d'un complément d'un recensement. Et en fait, ce que je cherche à faire, c'est estimer l'effectif de population dans chacun de ces carreaux. Et les estimations de population dans ces carreaux peuvent aussi être désagrégées par sexe et par âge. Donc, comment nous produisons ces estimations? Walid, slide suivante, s'il te plaît. Nous avons plusieurs modèles d'estimation de population. Nous avons le top-down et le bottom-up, qu'ici nous appelons le modèle ascendant. Je vais m'attarder comme exemple sur le modèle ascendant. Alors, pour produire les estimations de population, nous avons plusieurs types de données que nous utilisons dans un modèle statistique. La première donnée étant des données de population existantes. Donc, soit nous utilisons des données provenant d'enquêtes de recensement passées qui fournissent des données liées à la démographie, la santé ou le revenu, ou alors, dans certains cas, quand les données ne sont pas disponibles ou pas suffisamment récentes, nous produisons des micro-recensements. Donc, ce sont des enquêtes spécifiques pour le but de la modélisation. Ces données de population peuvent être combinées avec des données de localité et des données géospatiales provenant d'images satellites. Donc, les données géospatiales peuvent être des données sur l'élévation, la pente ou le type de végétation. Et les données de localité, ça peut être comme Antoinette nous l'a précisé un peu avant, ça peut être le type de localité. Ce sont des zones urbanisées ou des types de localité, la localisation des points ou la forme des bâtiments. Et ces données sont combinées dans un modèle statistique qui nous permettent ensuite de déterminer les estimations de population à une résolution d'environ 100 mètres par 100 mètres. Suivante, Walid, s'il te plaît. Alors, quelle est la valeur et l'avantage de ces estimations de population? Donc, un des avantages principaux est lié à la flexibilité d'agrégation, mais également à pour faciliter les comparaisons des données. Donc ici, nous avons une image satellite de Kano au nord du Nigeria et on peut voir qu'il y a des habitations, mais nous ne pouvons pas déterminer ainsi le nombre de populations. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous couvrons les estimations de population sur l'image satellite. Walid, slide suivante, s'il te plaît. Et là, ça nous permet, cette diaporama nous permet en fait de comparer des données de population dans une représentation typique standard, qui est le recensement à droite, et la manière de représenter les données de population Karoye. Et on peut voir en fait que l'avantage des estimations de population au niveau du carreau, c'est que nous avons la possibilité d'obtenir des détails beaucoup plus précis sur les densités de variation de population dans un état précis. Donc, slide suivante, ça vous donne juste un exemple de la manière dont on peut visualiser les estimations de population quand on dézoome sur l'état de Kano. Donc, slide suivante, Walid, s'il te plaît. Donc, quel est l'avantage des estimations de population? L'application principale des estimations de population Karoye, c'est de vraiment connaître la population dans un zonage atypique, que ce soit lié à une zone d'intérêt, que ce soit lié à un point d'intérêt ou que ce soit lié à une ligne. Donc ici, nous avons un exemple d'application pour soutenir les opérations de recensement. Donc, on a pris l'exemple de la Zambie. Et ce que les cartes représentent à gauche, ce sont deux exemples de townships, ce sont des types de quartiers dans le pays. Et en superposant les données de population avec les frontières des zones de dénombrement pour le recensement, on peut déterminer le nombre de personnes qui habitent dans ces zones. Et ce type d'information peut aider à déterminer, par exemple, combien de recenseurs envoyés dans chaque zone, puisque d'un recensement à l'autre, il y a évidemment des grandes variations de population d'une époque à une autre. Un autre exemple que nous pouvons présenter, Walid, next slide, s'il te plaît, est lié à la connectivité urbaine et la mobilité. Donc là, ce qu'on cherche à savoir, c'est connaître la population autour d'une ligne. Donc une ligne de données, ça peut être une route, comme nous avons l'exemple ici, ça peut être également une rivière.
Dans l'exemple que nous avons là, c'est qu'on cherche à estimer la population à moins de 300 mètres d'une route principale. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons un tampon, qui est une méthode que Walid nous a présentée plus tôt, et nous voulons créer un tampon de 300 mètres autour de cette route principale, et en combinant cette information avec nos estimations, on peut déterminer qu'il y a environ plus de 8000 personnes qui habitent dans la zone. Donc, en termes d'application et d'utilité pour les preneurs de décision, ce type d'information pour nous aider à déterminer, par exemple, si la route est coupée, combien de personnes n'ont plus accès au réseau principal. Si l'utilité était liée, par exemple, si la ligne était une rivière et qu'il y avait une inondation, on peut déterminer le nombre de personnes qui ont été affectées par ces désastres naturels. Un autre type d'application est lié également à un point d'intérêt. Donc ici, nous avons un exemple de service de santé, l'accès aux services de santé et à la vaccination. Donc c'est encore un exemple en Zambie. Nous connaissons la localisation de 2 établissements de santé et on cherche à déterminer le nombre de personnes qui sont servies par cet établissement. Donc connaître la population autour d'un point, ça peut servir par exemple à déterminer le nombre de personnes qui habitent près d'un établissement de santé, près d'un commerce, ou dans le cas de désastres naturels, le nombre de personnes qui habitent qui habitent dans la zone où il y a eu l'épicentre d'un séisme. Dans le cas de l'accès aux services de santé, il est important de noter par exemple que les estimations de population peuvent être désagrégées par sexe et par genre, donc ça peut être utile si on cherche pour des données précises, par exemple le nombre de femmes en âge de procréer et l'accès aux services de santé, ou dans le cas de Covid-19, de la Covid-19, pardon, la population âgée de plus de 60 ans, et ensuite ça nous permet de déterminer autour d'un centre de vaccination les personnes prioritaires pour être vaccinées dans les mois prochains. Je pense que je passe maintenant la parole à ma collègue Émilie qui va nous présenter les cas de choléra en Zambie. Merci. Oui, merci beaucoup Sophie. Alors, comme Sophie a dit, je vais maintenant donner un bref exemple de la façon dont nous avons utilisé ces estimations de population pour modéliser le risque de choléra en Zambie. Alors, premièrement, GRID3 a détecté les districts à risque en utilisant des cas de choléra confirmés du ministère de la Santé. Alors, on peut voir ici qu'il y a quelques districts où il y avait des cas plus élevés. Ensuite, en utilisant les résultats de l'enquête démographique et sanitaire, le EDS de 2018, GRID3 a travaillé avec Frame pour développer une couche composite qui montre les zones vulnérables au choléra sur la base de variables liées à WASH, telles que celles sur la diapo, des variables liées à la santé et finalement des estimations de population GRID3. Et sur la base des connaissances contextuelles locales du choléra en Zambie, le ministère de la Santé a informé le développement d'une carte composite totale de risque du choléra créée en attribuant des poids différents à chaque facteur de risque. Cette carte a ensuite été utilisée par le ministère de la Santé pour développer des interventions contre le choléra. Et je vais passer la parole à Antoinette. Oh non, à Sophie. C'est encore mon tour. Merci, Émilie. Donc là, je vais vous présenter un exemple d'application du SIG, principalement pour la modernisation du recensement. Donc, nous avons travaillé avec le Ghana et le Bureau de statistique du Ghana, que nous appelons GSS, pour la préparation de leur recensement. Donc, ils nous ont contactés pour un appui technique et une formation au traitement et à l'analyse des données géospatiales. Et leur objectif principal étant de déterminer comment on pouvait passer de procédures manuelles à des alternatives géospatiales numériques. Diaporama suivante, s'il te plaît. Donc, suite, nous avons plusieurs engagements, plusieurs réunions avec eux, plusieurs formations. Et le point principal de cet engagement a été de définir comment on pouvait renforcer la capacité du GSS à évaluer et valider leur zone de dénombrement. En fait, ils avaient des craintes et voulaient réduire le nombre de personnes manquées par les agents de recrutement. Et nous avons travaillé avec eux pour déterminer un outil que nous appelons des indicateurs de zone de dénombrement difficiles à dénombrer ou difficiles à compter. Et c'est un ensemble de techniques SIG qui permettent d'estimer
l'effort de dénombrement des équipes de GIS en termes de ressources et de personnel sur le terrain. Next slide, s'il te plaît, Walid. Donc, nous avons déterminé avec eux plusieurs types d'indicateurs, que ce soit des indicateurs de géométrie, d'accessibilité ou des indicateurs de la population et des bâtiments. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur comment nous avons produit ces indicateurs, mais je veux juste vous présenter un exemple de comment, en combinant plusieurs types de données SIG, on peut soutenir les efforts de recensement. Donc, la carte que vous avez ici présente la distance entre les groupes de bâtiments par zone de dénombrement. Et les zones rouges, en fait, représentent des zones où, en utilisant les empreintes de bâtiments, on peut déterminer la distance plus ou moins élevée d'un bâtiment à l'autre. Et une zone rouge représente une zone difficile, car pour une équipe de dénombrement, il y a plus de distance à parcourir d'un bâtiment à l'autre, et donc ça prend plus de temps à enquêter. Je vais vous présenter un dernier exemple d'indicateur qui est lié au pourcentage de couvert végétal. Donc, nous avons utilisé une base de données qui s'appelle le couvert végétal par une image satellite, et on a pu déterminer en fonction, à travers le pays, les zones où il y avait plus ou moins de densité de couvert végétal. Et donc, l'utilité de ce type de données, c'est par exemple s'il y a une forte densité de couvert végétal dans une zone, cela veut dire que les équipes de dénombrement, les équipes de recensement vont avoir plus de difficultés à enquêter sur ce terrain, à se déplacer. Donc, du coup, les efforts prendront plus de temps. Donc, c'est juste ici quelques exemples d'indicateurs. Il y en a beaucoup d'autres, qui ont été vraiment définis avec GSS, mais j'espère que ça vous donne une indication des opportunités que les sites peuvent représenter. Si je pense, je passe à Antoinette pour de la formation sur la COVID. Oui, merci Sophie et rebonjour. Moi, je vais parler maintenant un peu de quelques façons que Grid3 a aidé des pays à utiliser des données géospatiales et les SIG pour leur réponse au COVID-19. Slide. Ah, merci. C'est bon, c'est bon. Sur ce slide, ça montre comment l'analyse géospatiale peut aider à déterminer les personnes pour lesquelles une quarantaine peut être recommandée en fonction de leur proximité à un cas confirmé de COVID-19. Donc, une fois que les cas positifs de COVID-19 sont géolocalisés, les emplacements des cas positifs peuvent être superimposés avec les estimations de population pour calculer combien de personnes vivent autour d'un cas positif. Alors, si vous regardez à gauche, c'est ce que montre l'image, cet exemple. Et dans cet exemple, il y a plus de 1400 personnes qui sont à moins de 100 mètres d'un cas positif. Et si on s'éloigne encore un peu, à 200 mètres, on voit qu'il y a plus de 3700 personnes qui sont qui sont moins d'une distance de 100 mètres d'un cas positif. Et ce genre d'analyse permet d'estimer le nombre de personnes à recommander de mettre en quarantaine en fonction de la taille du ménage de la personne infectée et des personnes avec lesquelles ils ont été en contact. Le prochain slide. Walid, merci. Ici, c'est un exemple qui vient du Nigeria. Et au Nigeria, Grid3 a créé des cartes numériques et a aussi renforcé les capacités pour se servir de ces cartes. Les cartes montrent les informations suivantes: la localisation des sites de vaccinage en fonction de la population ciblée et de la densité de la population, la localisation des postes de santé fixes et temporaires, la localisation des services présents et les risques de comorbidité les plus élevés pour le déploiement d'équipes spéciales, la détermination des besoins en vaccins, les vaccins, le nombre d'équipes, les diapositives, les EPI et autres fournitures. Et dans cet exemple du Nigeria, les fichiers cartographiques numériques que Grid3 a créés ont été envoyés directement numériquement au Nigeria, où ils ont été imprimés sur place et distribués aux plus de 700 zones du gouvernement local. Slide. Ici, ce slide montre la belle carte en totalité et en grand format
d'un des États du Nigeria. Slide. Grid3 a contribué à la création de plusieurs Esri Data Hub et de tableaux de bord COVID-19. Et ce slide montre un exemple d'analyse réalisée avec des couches de risque. Donc, ici, il y a plusieurs couches et une des couches de données est d'une population vulnérable au COVID-19, ceux âgés de plus de 75 ans. Et ça montre aussi une couche qui montre la facilité de maintenir une distance sociale. Donc, une fois qu'on a toutes ces couches, on peut aussi les utiliser ensemble, de les mettre dans un SIG pour identifier les points d'intérêt qui sont à risque pour le COVID-19. Donc, et au Zambie, pour Capitaliser. Merci Walid sur ce travail. Grid3 a renforcé les capacités d'utiliser les données carroyées en QGIS. Donc, ça, ce sont tous les exemples que j'ai et nous nous retrouvons à la fin de la troisième partie de notre présentation. Alors, passons maintenant à la quatrième partie. Et c'est ici où je vais vous introduire brièvement QGIS et vous démontrer quelques outils rapidement. Alors, ce que Grid3 fait normalement, c'est que pour chaque pays où on travaille avec, on prépare préalablement un ensemble de données. C'est ce que nous avons fait pour les 3 pays aujourd'hui présents, Mali, la Guinée et la Burkina Faso. Donc, vous aurez un ensemble de données classées, comme dans la légende à droite. Donc, c'est principalement des données OpenStreetMap, des données de population, des données de localité, des limites administratives. Et pour ces derniers, les limites administratives, il y a plusieurs sources de données. Nous nous sommes basés principalement sur le site GeoBoundaries et je pense pour Burkina Faso, c'était HumeData, c'est les données humanitariennes, je pense, un truc comme ça. Donc, si vos limites administratives vous paraissent peut-être fausses, envoyez-nous la correction et on mettra à jour les ensembles de données qu'on va vous partager aussi par la suite. Donc, j'ai préparé pour vous 2 démonstrations aujourd'hui. En ce qui concerne les démonstrations, afin d'avoir un premier avant-goût de QGIS, je vais commencer par une exploration des données ou des ensembles de données dont je viens de vous avoir parlé. Et ça sera une opportunité pour comprendre que les SIG vous permettent de visualiser les données. Sur la deuxième démonstration, pardon, nous allons estimer la population vivante à moins de 5 km d'un centre de santé. Ce qui va aider, par exemple, les décisionnaires à planifier les prestations de services de santé. Bref, assez parlé. Allons-y, je vais vous partager mon écran. Du coup, je dois arrêter ça. Voilà. Donc, je vais partager tout l'écran. Ça, il n'y a plus d'erreur. OK. Tout d'abord, on a parlé de QGIS. Donc, pour le télécharger, et ça, si vous voulez faire les ateliers pratiques avec nous, vous devez l'avoir. Il faudra le télécharger. Et c'est sur ce site. C'est qgis.com. Attendez si je peux le mettre en français. Voilà, français. Donc, naviguez vers le site qgis.com qui va vous mener vers qgis.org. C'est simple. Et cliquez ici sur télécharger. Ce que je vous propose, ou je vous consulte surtout, c'est que vous devez peut-être télécharger la version long terme. Il y a normalement une version plus récente, la 3.18. Mais moi, je vous propose d'installer la version long terme. C'est tout simplement parce qu'elle est la plus stable. Si vous avez un PC à 64 bits, prenez celle à 64 bits. Si vous avez un PC à 32 bits, prenez celle-là à 32 bits. OK. Donc voilà, vous avez téléchargé QGIS. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Voilà, je l'ai déjà ouvert. Et je vais commencer par naviguer un petit peu sur les ensembles de données, les data stacks. Par exemple, si je commence par Mali, voilà,
ça s'ouvre. Donc, comme je vous ai dit, on s'est basé surtout sur les urban boundaries. Donc, voilà les limites administratives. Normalement, il y a aussi les localités, comme Antoinette vous a présenté tout à l'heure qu'il y a les small size areas, c'est les zones, les zones petites. Et il y a les hameaux et il y a les built-up areas, c'est le bâti. Par exemple, si je zoome ici, je vois très bien qu'il y a plusieurs bâtis et tout. Voilà, si je zoome encore une fois, juste pour avoir un exemple, bien sûr. Regardez bien, il y a ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est quand nous avons accès à ces données-là, c'est les données de population dont on vous a parlé, de WordPop, constrained, voilà. Par exemple, si on zoome encore une fois, regardez, on sait bien qu'il y a assez de population ici. Alors, il y a aussi les OpenStreetMap. Normalement, c'est les routes et les places. Donc, si je les active comme ça, voilà, vous voyez très bien les routes en détail. Vous voyez, c'est franchement un petit peu beau. C'est un petit peu beau. Et je crois que nous avons aussi ouais, la couverture terrestre et SRTM, c'est le modèle d'élévation numérique. Voilà. Alors ça, c'est pour Mali. On peut passer aussi à peut-être la Guinée. Oui. OK. Ne pas tenir compte. Et vous allez remarquer la même chose. Nous avons, nous avons les limites administratives. Les health facilities, c'est normalement tout ce qui est clinique. Nous avons aussi la population. Si je les active et que je zoome peut-être dans une zone ici, par exemple, dans la capitale Conakry, vous voyez très bien qu'il y a assez de densité, si on veut dire, de gens présents ou d'habitants. C'est la même chose. Nous avons les settlements, c'est les habitats. Et OpenStreetMap qui indique les routes et les places. OK. Donc, comme vous avez vu, je peux cocher et décocher très rapidement les couches. Comme ça, vous réussissez en fait à visualiser en temps réel plusieurs données à la fois. Encore un autre exemple. Si vous activez celle-là, vous avez directement accès au centre hospitaux, je pense. Bon, je crois qu'on peut aller quand même un petit peu loin. Si on clique ici, il y a quelque chose qui me dérange, juste une minute. On crée en bas, voilà, c'est bon. Donc, si on clique ici, regardez déjà l'outil, il s'appelle Identifier des entités. Et si on clique au milieu de ce carreau, c'est les carreaux dont on vous parle depuis tout à l'heure, donc carreau, 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 carreau. Un exemple, ce chiffre qui indique 453. La couche qu'on a cliquée, c'est la couche de population. Donc, logiquement, dans ce carreau qu'on vient de cliquer, il y a 453 habitants estimés. Si je clique sur un autre carreau, par exemple celui-là en blanc, il indique 253. Et si on clique sur peut-être celui-là en bleu, il indique seulement 32 habitants. Donc, c'est juste pour vous expliquer que, voilà, vous pouvez voir vos données en temps réel et on peut même superposer tout ça sur une image satellitaire. Juste un petit instant, si je peux l'avoir, donc c'est vue, panneau et explorateur. Je l'ai déjà, ok. Je l'ai déjà quelque part. Je crois que c'est... Ouais. Si je ferme là.
Là, voilà. On peut avoir Google Maps si on glisse. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est en rouge, par contre. C'est exactement de ce qui s'est passé tout à l'heure, Gaël. Donc, je vais la Coordinate mettre peut-être en bas, system, I comme think. ça. It's the coordinate system, I think, Walid. It Yeah, needs to be set. yeah, exactly. Yeah. It's just hidden under that banner. C'est Yeah. exactement ce que s'est passé tout à l'heure. Exactement. Bien vu. Voilà, donc il faut que je la remette. Alors, on peut clairement donc voir en temps réel, en bas, la Google Maps ou une image satellitaire. Ce que je dois enlever, c'est ça. Ouais, voilà. OK. Donc, vous voyez bien la superposition des populations, peut-être même des bâtisses, si je peux l'activer aussi, regardez. Voilà. Vous voyez bien que la bâtisse, elle est bien tracée et tout. Parfait. Ça, c'est le premier exemple et la première démonstration. Je vous ai aussi montré sur OpenStreetMap. Je pense que je peux même rendre, par exemple, la population en transparent. Alors, ce qui me dérange, en fait, c'est la barre de zoom, mais c'est bon. Si on prend, par exemple, presque 50%, vous voyez bien que ça commence à être fusionné, peut-être si je peux utiliser le terme ici, avec, avec toutes les couches. Hop. I think we just need to switch the settlements off. Yeah. Yes, we can. Untick the, yeah. Si je peux même monter les routes en haut, on peut faire ça. Here we go. Voilà. Donc, il faut être délicat, il faut bien être un petit peu patient avec le logiciel. Après tout, c'est un logiciel open source, donc ouvert à tout le monde. Et ces données-là, on va vous les envoyer, je pense, très, très, très prochainement aussi. Alors, je pense qu'on a terminé avec la première partie. Ce que je peux vous montrer un petit peu en détail aussi, c'est la table attributaire. Donc, par exemple, sur les World Health, c'est l'organisation mondiale, c'est tout ce qui est facilité, c'est, j'oublie bien le terme en français, c'est les hôpitaux, par exemple. Si on clique ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de centres. Regardez bien, des centres, des postes de santé, un hôpital préfectural, un hôpital régional. En gros, nous avons, grâce à ça, beaucoup de données très intéressantes qui peuvent vous être intéressantes aussi, surtout si vous travaillez dans le domaine de santé, par exemple, ou si vous êtes un décisionnaire. En tout cas, on va voir un petit détail en plus sur la deuxième démonstration. Donc maintenant, passons à la deuxième démonstration. On va la faire sur la Burkina Faso. Donc ça va s'ouvrir. OK, Burkina Faso. C'est la même chose. C'est les mêmes données. C'est voilà, les données de population, les données de bâti, etc. OK. Et alors, ce qu'on va faire, c'est un petit jeu de traitement rapide. Ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Du coup, par exemple, si on va à cette ville-là, regardez, on la voit très bien. Je pense que c'est la capitale Ouagadougou, si je ne me trompe pas. Si on zoome, on voit très bien que toute la population elle est peut-être concentrée ici. Du coup,
on va peut-être aller au nord-est. Il y a un petit village qui, je pense, s'appelle Ziniéré, si je ne me trompe pas encore une fois. Il y a Ziniéré. Et si on active toutes les health facilities, toutes les facilities, tout ce qui est en rapport avec les hôpitaux, on a peut-être 3, 4, 5 hôpitaux à côté de la ville. Alors, si on veut faire peut-être une zone tampon sur quelqu'un ou sur un hôpital. Voilà, j'ai choisi tout à l'heure un exemple, c'est celui-là. Il suffit de juste cliquer ici sur traitement et on va ouvrir la boîte à outils. Cette boîte à outils, elle nous donne vraiment accès à en fait, à tous les traitements qui existent sur QGIS. Il suffit juste de faire une recherche. Là, ce que je veux faire, c'est juste un tampon, peut-être de 5 km. Donc, je peux même aller directement ici, vecteur, outil de traitement et tampon. Voilà, j'ai choisi Health Facility Exemple, l'exemple que j'ai choisi. En mètres, non, je vais peut-être mettre directement en kilomètres ici. Voilà, et je vais mettre 5 km. Là, je vais mettre par exemple 20 segments et on va laisser les autres détails. OK, donc enregistrer vers un nouvel fichier. Et là, j'enregistre, voilà, exemple, tampon, 5 km. Enregistre. Et exécute. Voilà. Et nous avons le résultat. Donc, à partir de cet hôpital-là, nous avons créé une nouvelle zone, c'est normalement un polygone, c'est un cercle, qui a une rayon de 5 km. OK, maintenant nous avons ce rayon-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Notez bien que nous avons comme données les populations. OK, donc pourquoi pas ne pas avoir des statistiques? De toute façon, vous êtes la majorité aujourd'hui des statisticiens, donc pourquoi pas? Alors, il y a un outil qui s'appelle statistique de zone. Du coup, je vais prendre notre exemple. Comme couche raster, je vais mettre les populations. Ce qui est à noter, c'est que quand vous faites des exercices comme ça, il faut se baser sur un système de projeté. De toute façon, ces détails-là, on va les voir pour les ateliers pratiques. Là, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça. En tout cas, il faudra juste le noter. Et comme statistique à calculer, je vais peut-être enlever le compte, je vais enlever la moyenne, on va garder la somme. On va peut-être même aussi le minimum et le maximum. OK. Statistique de zone, je vais enregistrer du coup vers un nouveau fichier. OK, alors on va le terminer. Zone statistique, exemple. Voilà, il faut rester simple, c'est pas grave, c'est juste des petites démonstrations. Et on exécute. Je permets. Voilà le résultat, ZS, exemple. Alors, pour lire le résultat, il faudra cliquer droit et ouvrir la table attributaire. Comme ça, on a accès à toutes les données possibles. Donc, c'est le Burkina Faso, etc., etc. Et ce qu'on cherche, c'est ça, c'est les statistiques. Alors, qu'est-ce qu'il a calculé pour nous? Somme, ça veut dire la somme. Donc, dans ce rayon-là, nous avons 35 650 habitants. Minimum, c'est 4, le maximum, c'est 31. Genre, ça, c'est des autres moyennes, mais en gros, ce qui nous intéresse le plus, c'est la somme. Là, si vous êtes un décideur, vous allez dire, mais attendez, nous avons 35 000 habitants et 35 000 et 650 habitants. Est-ce qu'un hôpital, est-ce qu'il va suffire si jamais il y a une pandémie, si jamais il y a, je ne sais pas, peut-être des incendies, etc. Et là, c'était juste pour vous, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un petit avant-goût de QGIS et toucher, peut-être même pour 5 à 10 minutes, ce que QGIS peut faire et sa puissance, en fait, non QGIS, mais la puissance générale des systèmes d'information géographique.
Normalement, il y a beaucoup d'autres applications des statistiques zonales qui expliquent que le processus des statistiques sera exactement le même que ci-dessus. Pour la somme, bien sûr, de population. On peut l'utiliser, par exemple, vers n'importe quelle zone administrative. Les fuseaux horaires peut-être de voyage isochrone peut aussi être un autre exemple qu'on peut tester, qui serait peut-être intéressant. Par exemple, si on veut estimer la population qui peut venir à marche vers cet hôpital-là en moins de 2 heures. En gros, il y a plusieurs, si je peux dire encore une fois le terme question, que le SIG peut y répondre. Alors, je pense qu'on peut arrêter cette démonstration-là et passer à la suite. Donc, je représente encore une fois nos diaporamas. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Je partage. Voilà, parfait. Nous allons passer à la suite. C'est les opportunités de renforcement des capacités Grid 3 et les prochaines étapes. Alors, donc c'est notre 5e partie et la dernière. Je tiens quand même à vous rappeler qu'il s'agit d'un webinaire introductif au SIG. Pour ceux qui veulent plus de détails, il y aura 5 ateliers pratiques à partir du 21 avril. Ces sessions se dérouleront sur le Grid 3 LMS. Normalement, c'est notre plateforme d'apprentissage en ligne, Grid 3, pardon. Et Graham va vous donner un bref aperçu tout de suite. Ce qui est à noter, c'est que si vous comptez participer, vous aurez besoin de QGIS installé. De toute façon, on vous donnera plus de détails très prochainement. Donc la plateforme d'apprentissage en ligne de Grid3 a été développée pour la communauté géospatiale. Elle contiendra vos comptes d'utilisateurs qui seront individuels. Il y aura normalement un forum de messages si jamais vous avez besoin de l'assistance d'un formateur. Et les ressources peuvent être soit des classes virtuelles, soit des vidéos préenregistrées, soit même du matériel peut-être textuel que vous pouvez télécharger. Il y aura au final une petite évaluation et un certificat vous sera rendu à la fin. Donc, je donne la parole à Graham pour vous présenter rapidement la plateforme. Graham, à toi. Bonjour à tous. Je suis désolé, je ne parle pas français. Okay. My friend Walid will translate. Yeah, je traduirai pour vous, ne vous inquiétez pas. I will share screen now. Walid? Yes, go ahead. Okay. Donc, il va partager son écran, comme ça, il vous donne un petit aperçu. Okay, so those that go ahead for practical training will each have a unique user account. So when they arrive at the LMS, they'll be presented with this screen. D'accord, donc pour chaque participant, il aura son propre en fait login, donc nom de compte et son propre mot de passe. Comme ça, il aura cet écran-là. Yeah. Mm-hmm. You'll be able to set your own unique password, of course, and it's highly Vous pouvez changer secure. votre mot de passe. Yeah. Okay, so this is just a made-up person, Teresa Grid 3. Today's Grid 3. This is the dashboard, essentially, what's called the dashboard, and it presents all the different courses on which somebody is enrolled. Donc, vous aurez directement accès à votre tableau de bord et normalement, vous aurez les cours qui vous seront peut-être notifiés. Là, il vous a dit que Teresa Gritry, c'est juste un exemple, bien sûr. Donc, à toi, Graham, encore. Yeah, these links are available on every single page, so you can always reorientate, navigate yourself back home. Mm-hmm. Donc, normalement, vous aurez aussi accès à ces liens. Donc, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Okay.
So I will change to French. And there are two types of courses that you're enrolled in. There is what we call the program information page. And this is unique to the group that you are enrolled with. So we will organize you into groups, and that will be a unique page. That's this one here. Donc voilà, normalement, il a cliqué sur il a changé la langue en français. Et effectivement, je viens de voir la réponse, une question. Oui, ces cours, ils sont en français. Si, il y a normalement deux groupes. Et on va vous mettre chacun dans son propre groupe. Tu peux continuer. Yes, you can continue again. Okay, so these four courses here with this unique symbol here, these are content courses. So we can view them, view the full title, and you have the progress through the materials indicated on your dashboard. Donc voilà, vous avez accès au cours que vous êtes en train de suivre. Et il y a même une barre qui indique votre évolution suivant le cours. Genre, est-ce que vous l'avez terminé à 100%? Est-ce que vous êtes seulement à 66%? Etc., etc. Yeah, this page is just a sample. So the training that we are proposing for this group here, I think would be, 8 different courses or modules. You can think of them as modules. Donc là, bien sûr, c'est juste un exemple. Normalement, une fois que vous aurez votre compte, vous aurez, je pense, accès à 8 modules ou 8 cours. So we shall take a look at the program information page. Donc voilà, on va faire un petit coup d'œil sur la page d'information. So this was created for a specific group in the DRC. So it's just an example of the type of information we would write. Write an equivalent information for your group. Donc c'est juste un exemple que nous avons fait avec normalement le Congo. Vous aurez bien sûr, si vous êtes dans les ateliers aussi pratiques, vous aurez votre propre page d'information. Là, on vous montre juste un exemple. There's a virtual classroom, which now would be via Zoom, but there's an opportunity to group with, collaborate with people. Donc, normalement, il y a une classe virtuelle. Announcements and social forum. So social forum is messages between the group and the trainers. So if anybody has any technical problems with the GIS or with some aspect of the course, you can just post a message. Yeah. Donc, il y a bien sûr les annonces, il y a le forum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si quelqu'un a un problème technique, il pourra m'informer ou informer un autre formateur et on vous assistera, bien sûr. And these are the live sessions. So there'll be some information here, and we try and record all of the sessions that we can so that people can return and use the resource again. Donc, pour les ateliers qu'on fera, normalement, on va les enregistrer et on va les poser aussi. Comme ça, si quelqu'un s'est absenté, il peut les retrouver ici. Voilà, là, Graham, il est en train de nous montrer un exemple qu'il a fait, je pense, avec le Congo cette année, ou ouais, l'année dernière, pardon. Voilà. Okay. So yeah, so just to recap, this is the program page. This is the engagement between the trainer and the group. We'll have a look now at the courses. Yeah. Voilà. Donc, c'était juste le programme ou la page d'information. Maintenant, nous allons faire un petit... Nous allons voir rapidement les cours aussi. Comment ça s'affiche. So this is an example of one of the courses or modules, as you might think of them. So has some information, the learning points, resources,
it will have some information about where you need to download the data for. So the training data that accompanies this, these resources will be a zip file, usually around 50 megabytes of data. Donc voilà, normalement c'est un exemple de module, de cours. Et normalement, il y a aussi vous pouvez bien sûr télécharger les données. Normalement, ils ne dépassent pas les 50 mégabytes. Et oui, je dis beaucoup normalement, désolé. Apologies, I left it in Yeah. English there. Here we are. French now. Okay. Donc voilà, il existe aussi en français. Yeah, that's better. Yeah, so you have a whole section in English and a section in French. Exactement. So this is the, yeah, you will have, yeah, so an exercise here, you have a presentation, so the slides here from this section. You'll see slides with notes at times. Yeah. Voilà, vous avez accès au PDF, l'exercice, vous avez accès aussi aux slides, c'est les diaporamas. And this is the exercise that accompanies it. So this is, yeah, self-taught exercise with the data that you're provided with. Voilà, ça c'est l'exercice qui vient avec le cours. And we also have videos to accompany the exercises. So this is your moment of fame, Walid. Nous avons aussi préparé des cours, des exercices que nous avons fait. Normalement, vous allez reconnaître ma voix. C'est moi qui les avais fait, oui. Okay, so that can be viewed. The screen will optimize in. So it's important to note you can view on YouTube. These are posted on YouTube, but you can also download the video and watch locally. Donc, ce qui est bien à noter, c'est que oui, c'est des vidéos qui existent sur YouTube, mais vous pouvez aussi les télécharger et, grâce à ce lien-là. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Okay. I think that's the key points, the key areas of the resources which we have available. And I don't know if you want to mention the length of the training, Walid, over a few weeks. Yeah. Donc, normalement, voilà, généralement, c'était ça, les principaux clés de notre LMS, l'outil d'apprentissage en ligne. Je ne sais pas si Sophie ou Antoinette ou Émilie, vous voulez dire quelque chose aussi à la fin? Je voulais simplement remercier tout le monde de leur attention et nous espérons les voir aux ateliers pratiques. Exactement, exactement. Merci beaucoup à tout le monde pour votre disponibilité et votre participation aujourd'hui. Oui, on a hâte de continuer. J'ai pas grand-chose à rajouter. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été utile et on vous reverra sûrement aux ateliers pratiques. Merci. Bah, j'ai rien à dire de ma part aussi, à part merci bien sûr d'être présent aujourd'hui. Je suis très fier de vous avoir et j'espère qu'on a été à la hauteur prévue. Bon, bah, du coup, je pense qu'on peut clôturer. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un très bon week-end et une très belle fin de soirée.